Guerre en Ukraine et livraison de chars à Kiev contre Moscou, à quoi joue Washington, Berlin et l'OTAN tout simplement. Après des semaines d'hésitation, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé mercredi la livraison de chars lourds à l'Ukraine, traduisant un soutien occidental encore accru à Kiev dans la perspective d'une possible contre-offensive face à la Russie. Washington a annoncé l'envoi de 31 Abrams, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz a promis 14 Léopard 2, des blindés et que réclamait Kiev depuis longtemps pour faire face aux roulets compresseurs russes. Eh bien, que vous inspire cette décision de Washington et de Berlin? Comment comprendre que l'OTAN appelle à la fin des hostilités en fournissant des armes à Kiev? Côté russe, en tout cas, c'est une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. On en parle dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue à cette dernière édition de la semaine. C'est le point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa. Et nous sommes avec deux de nos invités, tous sur le plateau central pour évoquer la thématique qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous parlons donc de cette livraison de chars annoncée à la fois côté États-Unis et côté allemand pour Kiev. Eh bien, à quoi joue l'OTAN finalement, puisqu'il semble souffler le chaud et le froid. Votre avis compte, votre opinion est très importante dans le cadre de cette émission qui est d'ailleurs la vôtre. Jonathan Batenguene, le consultant permanent de l'émission, est avec nous ce soir comme tous les soirs. Bonsoir Dio. Bonsoir Bachir Mohamaladan, bonsoir à notre éminent copanéliste, vous allez le présenter. C'est un éminent professeur, vous ne pouvez pas faire de secrets. Donc vous allez le présenter. Merci de nous inviter encore ici. Ça montre que le combat que nous menons a du sens. Nous saluons tous les techniciens, la direction générale, le personnel, les autorités, les forces de sécurité de l'ordre dans toute l'Afrique qui se battent contre l'obscurantisme. Et nous dénonçons l'arrestation, l'embastillement de notre grande sœur, notre chérie Coco, notre mère Edith Pugéry-Ballet. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Notre sœur est innocente, notre mère est innocente. Nous lui disons beaucoup de courage. Le régime dictatorial du despote sanguinaire d'Abidjan n'a que comme une forfaiture de plus contre toi. Tu ne mérites pas ce sort. Comme d'autres prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui nous disons beaucoup de courage. Bientôt, vous serez tous libres, et particulièrement notre sœur, comme votre pays, notre continent, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci à vous, Jonathan Batenguene. Vous l'avez dit, c'est un éminent professeur, astrophysicien, panafricaniste convaincu et très convaincant. On va d'ailleurs le découvrir sur le plateau pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il est dans la lutte depuis de nombreuses années et aujourd'hui encore, il est aux côtés de ces enfants que nous sommes pour continuer à transmettre le savoir sur le plan médiatique. Professeur Jean-Paul Mbelek, bonsoir. Bonsoir Bachir, c'est un plaisir de te retrouver sur le plateau de For You Media. Ça me manquait un peu. Hein. Alors, oui, j'étais un peu sorti de la circulation. Mais c'est vraiment un grand plaisir. Et parce que moi, il me tient à cœur de donner le maximum de ce que je peux dans ce combat, pour l'instant médiatique. Mais je t'assure que s'il faut que ça chauffe, je suis prêt. Ça, on n'en doute pas. Donc je dis aussi bonsoir à mon copaniste, le jeune Jonathan Batenguene. Voilà, que nous encourageons dans son travail de thèse de doctorat. Il y en a qui disent docteur en doctorat, non. Non. Là, celui qui travaille, il fait de la recherche. D'ailleurs, on le voit sur le plateau. Il contribue déjà. Hein? Exactement. Donc, ce sera un vrai docteur en tout cas. Voilà, bon courage à lui. Et puis, bonsoir à tous les téléspectateurs, à l'équipe technique. Est-ce que j'ai 2 coups de gueule? Je vous en prie. Alors, et puis d'ailleurs sur Pulchéry-Ballet déjà, puisque Jonathan a lancé cette affaire, tu vois Bachir, qu'est-ce qu'elle fait encore en prison? On l'a arrêté,
Parce qu'on peut tirer des conclusions immédiates. Là. Ouais. On l'a arrêtée, soi-disant, parce qu'elle était Au Mali. de connivence avec une puissance étrangère. Oui. La puissance étrangère en question, c'est donc le Mali. Maintenant qu'il y a eu grâce présidentielle, on a échangé les mots comme fraternité, tout et tout. Les deux pays se sont réconciliés entre guillemets. D'accord. Ouais. Où est donc la puissance étrangère? Et pourquoi quelqu'une qui est ivoirienne, qui a simplement été dans un autre pays africain voisin et a ramené des nouvelles, et s'est croupie encore en prison? Puisque ce pourquoi on l'a mis en prison, l'affaire est close. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait encore en prison? Franchement, ça met en cause la personne qui est en place à Abidjan. C'est le régime d'Abidjan ne peut être que dictatorial. Quand je pense que certains le prennent encore comme exemple, c'est un régime dictatorial et nocif pour l'Afrique. Parce que même la fraternité qu'ils ont annoncée avec le Mali est remise en cause là. Si Madame Puchéry-Ballet Est encore embastillé. avec le même motif. Oui. Alors, donc, le coup de gueule, c'est, évidemment, moi aussi je clame sa libération immédiate, sans condition, voilà, sans préalable, et sans compter tous les autres prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Et je rajouterais également que, mon message est à toute l'Afrique, il faudrait que les Africains apprennent à bien traiter les prisonniers, même ceux de droit commun, même ceux qui ont commis des homicides, ça reste des humains. Oui. Il n'y a aucune raison de traiter un humain pour moins qu'un porc. D'ailleurs, on a eu écho d'un de vos collègues là, qui a été assassiné. Oui. Est-ce qu'un humain mérite ça, Bachir? Non, du tout. Voilà. Du tout. Quoi qu'un humain ait fait, ça reste un humain. Oui. Voilà. Vis-à-vis des autres humains. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai mes deux coups de gueule concernent deux prix Nobel. D'accord. Le prix Nobel de physique 2017, je récuse. Et le prix Nobel de médecine et physiologie 2022, je récuse. Dans le cas du prix Nobel de physique, ça tombe dans mon champ, donc on ne peut pas dire que je me prononce sur des choses que je ne connais pas. Je connais très bien. Je suis aussi expert dans ces domaines que n'importe quel autre expert dans le monde. Donc je peux me donner mon avis sur le sujet sans sourciller une seule fois. Et d'ailleurs, les arguments, je les fais, je vais le faire systématiquement dans les médias, jusqu'à ce que les autres collègues reprennent cela. Oui. Voilà. Et que ça se sache que les prix Nobel, c'est aujourd'hui de la forfaiture. C'est de l'imposture, de la forfaiture. Monsieur Asselineau, qui est un Français, président d'un parti qui s'appelle Union pour la République, avait déjà dénoncé la forfaiture des prix Nobel de la paix, avec une intervention états-unienne permanente pour favoriser le jeu géopolitique. En fait, ces prix-là sont utilisés comme une façon d'avoir le dessus sur le mental des autres humains et de marquer des points sur le plan géopolitique. Parce qu'il y a aussi la chance... Une sorte de cooptation, si on veut. Oui, mais aussi pour se valoriser, c'est-à-dire que, vous voyez, une fois que les gens ont intégré l'importance du prix Nobel, ben les prix Nobel, où sont les plus nombreux? D'ailleurs, on pourra même remarquer que, par exemple, au niveau des sciences comme la physique, il n'y a pas de prix Nobel noir. Oui. Il y a un Africain qui a eu le prix Nobel de physique, de chimie, même pas de physique, de chimie, un Égyptien. Voilà. Mais aux États-Unis égyptiens, j'ai vu, par la contestation des Égyptiens noirs, quand il s'est nationalisé américain, on lui a mis blanc, il a contesté. Il dit qu'il est noir, il n'est pas blanc. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, leurs lois disent que les Arabes sont des blancs. Donc, même si quelle que soit ta couleur, à partir du moment où tu sors d'un pays arabe, tu es blanc. Tu es classifié blanc. Donc, tout ça joue. Et il faut détruire cette approche raciste et cette domination géopolitique, y compris par des prix qui s'octroient et ils veulent que le reste du monde... Alors ça marche si le prix est motivé. Par exemple, je ne mets pas en cause le prix Nobel de physique cette année, mais je dis en 2017. Alors, donc j'y vais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix Nobel de 2017 récompense 3 physiciens. Il y a Kip Thorne, il y a Barish, et puis il y a l'autre qui s'appelle Rainer Weiss. Voilà. Le prix Nobel est motivé par le fait qu'ils ont contribué à la détection des ondes gravitationnelles. Ce sont des ondes de nouveaux types qui sont liées à la gravitation. Il y a un problème. C'est que l'explication... D'abord, c'est un challenge, hein, mais admettons qu'ils ont réussi à défier ce challenge. C'est-à-dire que il y a 2 détecteurs d'ondes gravitationnelles aux États-Unis. On les appelle LIGO. Il y en a un en Louisiane, l'autre dans l'État de Washington. Voilà. Alors, ces 2 détecteurs, donc ce sont pas de plusieurs milliers de kilomètres, au moins 3000 kilomètres. Alors, ces 2 détecteurs ont des bras, ces 2 bras orthogonaux, et chaque bras fait 4 kilomètres. Et il s'agit, Bachir, de détecter un jet de déplacement avec des rayons de laser qui font des réflexions entre miroirs, sachant que la sensibilité est telle que si un bûcheron coupe un arbre, le détecteur va s'affoler. Donc, eux, ils ont des traitements informatiques où ils filtrent tous les signaux. Il n'y a pas de souci. Ils savent filtrer les miroirs, sauf que les miroirs ne bougent même pas, même s'il y avait un gros tremblement de terre. Admettons, c'est une prouesse technologique. Admettons, ce n'est pas un problème. OK? Alors, il faut détecter quoi? Il faut détecter un déplacement d'1 100 millionième de la taille d'un atome sur 4 km. C'est-à-dire que le rapport est de 1 partie sur... Oh, il faudrait le dire, hein, 1 partie sur 1000 milliards de milliards.
Ok? Imagine que tu veux, mettons ça en mètres, tu veux détecter 1 mètre sur quoi? Sur une distance, c'est-à-dire que la distance sur laquelle tu veux voir que 1000, non, c'est plus loin que le Soleil, 1000 milliards de mètres se sont déplacés de 1 mètre. Tu veux voir ça? Aucun instrument dans le monde n'a cette précision. Parce que les meilleurs instruments de précision en physique sont les horloges atomiques. Et les horloges atomiques les plus courantes qu'on a dans certains laboratoires, la précision est 100 000 fois plus faible. Mais eux, ils l'ont vu, on va dire ça. Ça, c'est pas un souci, admettons. Ok, mais Bachir, il y a un problème. C'est qu'il faut l'interpréter. L'interprétation qu'il donne est basée sur des calculs que je connais. Donc, ça dit que ce sont des trous noirs qui fusionnent, ou alors des étoiles à neutrons. Ce sont des tout petits rikiki, des objets compacts. Les étoiles à neutrons, c'est vraiment de 10 km de diamètre. Quant aux trous noirs, eux, autant dire que c'est même des points. Ils fusionnent. Mais le problème, écoute maintenant, Bachir, en tout cas les téléspectateurs. On va y aller rapidement. Le problème, c'est que ce sont des trous noirs, pour le cas des trous noirs de masse stellaire. Donc, on va dire 60 fois la masse du Soleil, l'ensemble des 2 trous noirs qui vont fusionner. Et ils vont libérer, au bas mot, 3 fois la masse du Soleil, qui vont convertir totalement en énergie pure pour les ondes gravitationnelles. Quand tu fais le rapport de l'efficacité, là, l'énergie obtenue divisée par l'énergie de masse, c'est-à-dire que la masse de toutes les engagées là, eh bien, l'efficacité est de 10%, voire 30% en certains cas. Alors, nous savons en physique, hormis l'annihilation de 2 particules, dont l'une est l'antiparticule de l'autre, okay, ce qui implique d'ailleurs au niveau de traitement mathématique d'utiliser la théorie quantique des champs, hormis les troubles dynamique quantique précisément, hormis ce cas-là, on sait que plus une interaction est forte, intense, et plus elle peut avoir une efficacité au niveau de la conversion d'énergie. Or, c'est les interactions les plus fortes, c'est les interactions nucléaires fortes, ok? Et en l'occurrence, si tu prends la fusion nucléaire, fusion des noyaux légers, ou alors tu prends la fission d'uranium-235, l'efficience n'est que de 0,1%. Alors comment eux, avec l'interaction la plus faible du monde, la gravitation, ont pu atteindre une telle efficience? Et donc vous dénoncez ce prix en tout cas... Non, il faut que les gens comprennent. Bachir, non, c'est technique. Laisse-moi dire un mot, je chute là-dessus. Parce que sinon, je dis le dernier mot. Qu'on voit mon efficacité. Je comprends bien, je sais, la chose qui est le chrono. Mais l'efficacité, c'est quoi? C'est que pour justifier les calculs, admettons, comme on dit trou noir, ça impressionne, il faudrait utiliser une théorie quantique de la gravitation qui n'existe pas. Donc, sur quelle base? La relativité générale, ce n'est pas une théorie quantique. Sur quelle base, même par leur calcul, peut justifier une telle efficience? C'est impossible. De nos jours, non. Donc, voilà, je pense que ceux qui m'ont compris. Alors, l'autre, c'est le prix Nobel de médecine. Alors, on parle d'hybridation. Donc, si tu veux, je reviendrai là-dessus une autre fois. C'est-à-dire que on y reviendra pour et ça aussi, c'est une supercherie. Voilà. Merci en tout cas, prof. Tous les sujets sont bons quand il s'agit vraiment de dénoncer ce qui ne marche pas dans le monde, de dénoncer la forfaiture. C'est bien ça, professeur Bellet. Oui, merci. Très bien. Merci, professeur. Alors, Jonathan Batengele, je vais commencer par vous. On va y aller vraiment très rapidement. Nous parlons donc de ces livraisons d'armes annoncées. Il faut bien dire annoncées parce que ce n'est pas encore effectif. De Washington, qui va envoyer des Abrams 31. Et du côté allemand, ce sera... ils ont appelé ça comment, ces chars-là. Ils vont envoyer... Léopard 2, 14 Léopard 2. Ils vont envoyer tout cela en Ukraine pour faire face à la Russie. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire? D'abord, ça ne veut rien dire. L'Occident est dans des mesurettes. L'Occident est conscient de son impuissance face à la puissance russe, il faut le dire comme ça, s'il faut être redondant. La puissance russe. Et je vais m'expliquer. Les Russes, depuis le début du conflit, ont détruit, parce qu'ils ont fourni les statistiques, ont détruit près de 4000 chars. 4000 chars. Les 4000 chars, la majorité, c'est des T-72, T-80. T-72B, c'est-à-dire des T qui ont été remis à niveau. Des chars qui ont des technologies qui sont proches des chars principaux des armées de l'OTAN aujourd'hui, proches même des chars principaux de la Russie. Parce que les T-80 que l'Ukraine a remodelés ont un blindage qui est similaire à celui du T-90 actuel. Le T-72B, c'est pareil. J'ai regardé les caractéristiques avant de venir. Donc, ils ont des chars, ils ont utilisé des chars qui sont proches
des chars principaux que l'OTAN veut envoyer. La Russie a détruit 4000 chars, récupéré plusieurs industries, notamment à Mariupol, qui refaisaient les chars. Également dans d'autres villes, ils ont récupéré les usines de chars. 4000 chars. Aujourd'hui, l'OTAN fait une communication suivant laquelle elle ne veut pas que le conflit s'envenime, mais on va quand même envoyer, disons, une cinquantaine de chars. 50 chars face à un adversaire qui en a détruit 4000. Faisons maintenant le ratio. 50 sur 4000. C'est quel pourcentage? Et l'efficacité des chars, quand même, n'est pas la même. C'est pas la même chose. 1,2%. Alors, vous êtes avec un astrophysicien, donc il vous a donné. Mais est-ce que côté efficacité, c'est la même chose? Ici, on parle d'Abrams, on parle. Si j'ai cité les autres chars, c'est que la Russie a détruit les autres chars. Et ces chars-là avaient été accompagnés d'une puissance de feu plus accrue. Ces chars étaient utilisés dans un complexe offensif. Il y avait les Bayraktar TB2. La Turquie a livré plus de 200 Bayraktar TB2. Le Bayraktar TB2 est un des drones les plus cotés actuellement parce qu'il a fait ses preuves sur le conflit ukrainien. Mais les Bayraktar TB2, la Russie a détruit tous les Bayraktar TB2 de l'Ukraine, près de 200. Vous prenez les drones que la France, que les États-Unis ont donnés à l'Ukraine, ça a été détruit pour la plupart. Les drones sous-marins que l'Angleterre a donnés à l'Ukraine avec les missiles Typhon, ça a été détruit. Quand vous prenez les systèmes de défense antiaérienne, les Stinger, les Strela, les Panzerfaust, qui sont les systèmes de défense allemands. Tous ces systèmes que il y a le serpent là, le système Crotal français. Tous ces systèmes de défense antiaérienne sont inutiles actuellement. La preuve, hier, on a bombardé, la Russie a bombardé au moins 7 villes ukrainiennes, 7 régions, même pas des villes, 7 régions. C'est-à-dire qu'ils bombardent à la fois la ville principale, la capitale régionale et les villes satellites qui comportent des infrastructures importantes pour la survie des populations. L'Ukraine hier avait 7 de ces grandes villes qui étaient 5 régions qui étaient totalement dans le noir. La région d'Odessa, ça s'est même étalé à des coupures d'eau. Vous voyez un peu. La capitale Kiev n'est pas en sécurité. C'est avec les Shahed 136 iraniens qu'aujourd'hui la Russie attaque la capitale Kiev. Ça veut dire que même les drones, même les systèmes de défense israéliens, le dôme de fer, parce que Israël a déployé son système de défense aérien le plus avancé, dôme de fer. Dôme de fer a été percé par les Shahed 136. Alors, quelqu'un nous écrit ici, je suis avec vous, c'est toujours vous qui avez la parole. Je voudrais juste qu'on y aille avec l'interactivité. C'est un certain Ghislain Aimé Sapea. Il dit que si la Russie avait détruit tout ce que Batengene dit, c'est que Zelensky n'est plus au pouvoir. Est-ce que l'objectif de la Russie dans cette opération, c'est de chasser Zelensky? Non, il faut d'abord que les téléspectateurs sachent une chose. Dans l'opération russe, aujourd'hui, ils ne jugent pas utile d'envahir immédiatement l'Ukraine. Ça pourrait être une option dans une stratégie qu'eux-mêmes ont pensée. Pourquoi ne pas envahir l'Ukraine? Il se trouve que selon les stratèges militaires, lorsque vous occupez un territoire qui vous est hostile et où les forces réactionnaires peuvent se compter en grand nombre, les risques d'action de sabotage pour amenuiser votre force sont importants. La Russie a connu cela en Afghanistan. Et donc la Russie ne veut pas refaire l'erreur de l'Afghanistan au niveau de l'Ukraine. Donc, ils ont jugé inutile d'occuper l'Ukraine. Mais par contre, ils ont une technique de guerre qu'ils appellent le hachoir à viande. Et à partir de ce qu'ils appellent le hachoir à viande, ils disent il faut le plus possible entraîner les forces de l'OTAN en Ukraine et à partir de là, les éliminer au maximum. Ainsi, ils ont déjà éliminé près de 400 000 hommes. 400 000 hommes. Parmi les 400 000 hommes, on parle de plus de 20 000 mercenaires qui sont tombés.
400 000 hommes. C'est l'armée ukrainienne professionnelle qui a carrément été décimée. Aujourd'hui, c'est les mobilisés qui font la guerre en Ukraine, c'est-à-dire les nouvelles unités. La 128e brigade qui était d'assaut, qui était l'unité qui semblait encore la plus complète en Ukraine, aujourd'hui, elle est en train d'être bombardée à Ugledar. C'était le dernier corps le plus entraîné qui se retrouvait dans les zones du Donbass. Ce corps est en train d'être détruit, pulvérisé. Vous avez les forces spéciales polonaises qui aujourd'hui se battent au niveau du Donbass. Vous avez les forces spéciales allemandes qui se battent au niveau du Donbass. Vous avez les forces spéciales françaises, les légionnaires qui se sont battus à Mariupol aux côtés des Navy SEALs, des SAS. Je parle bien d'éléments qui ont été documentés. Donc, pour ceux qui ont des doutes, ils peuvent aller se renseigner. Aujourd'hui, c'est carrément l'OTAN avec ses hommes et ses armes qui se battent en Ukraine. L'Ukraine, j'aime à dire, l'Ukraine est devenue un label. C'est comme une franchise. Alors, on peut prendre un soldat européen de l'Angleterre, on lui donne une tenue ukrainienne. Par exemple, ceux qui se sont battus à Slaviansk face aux Russes, c'était les soldats anglais. Les Russes, le renseignement russe a filmé ces hommes et a produit ces éléments simplement pour la conscience de l'opinion internationale. Et on a vu des gens qui parlaient anglais en train de se battre avec les tenues ukrainiennes. Donc l'Ukraine, c'est devenu simplement un label. Ce n'est plus un pays, c'est une marque qu'on utilise pour faire la guerre à la Russie. En fait, quand on dit on, c'est l'OTAN qui utilise la marque Ukraine pour faire la guerre à la Russie. L'entourage de Zelensky, pour le téléspectateur, l'entourage de Zelensky doit être rassuré. Zelensky n'a pas de soldats ukrainiens qui le protègent. Sa garde rapprochée, c'est les Navy SEALs, les SAS et le SBS. Et pour le renseignement, c'est le MI6 et la CIA qui font du renseignement. C'est le MI6 qui lui donne les plans de guerre. Déjà que c'est le MI6 qui a livré, le MI5 et le MI6 qui ont livré les ordinateurs qui permettent à leurs soldats sur le terrain de planifier leurs opérations. Donc en fait, tout est fait à partir de l'Angleterre. Il n'y a plus d'armée ukrainienne. Actuellement, c'est les forces de l'OTAN qui utilisent simplement les tenues ukrainiennes pour combattre la Russie. Voyons ce qu'en pense le professeur Mbelek. Professeur Mbelek, la Russie considère désormais tous ceux qui auront apporté ce type de soutien à l'Ukraine comme partie prenante dans la guerre. Est-ce que cela veut dire que le conflit va monter d'un cran? Oui. Oui. Vous le dites comme ça? Pour moi, la Troisième Guerre mondiale est déjà lancée. D'accord. Oui. Maintenant, ceux qui ne veulent pas y croire, ils attendront qu'ils reçoivent à leur tour des bombes à leur voisinage. Alors, Bachir, regarde, encore au mois de mars, même encore en novembre là, 2022, mois de mars, les chaînes françaises, BFM TV, France Info, ils disent que les Russes sont à bord, ils n'ont plus de chars. Les Ukrainiens ont détruit plus de 1500 chars. Hein? Bon, si les Ukrainiens ont détruit plus de 1500 chars et qu'ils ont autant de succès, comment ça se fait que c'est eux qui sont en pénurie de chars? D'abord, tu vois, même mon coup de gueule de tout à l'heure, quand je recuisais les prix Nobel, c'est la même chose, c'est des menteurs. Ils vivent avec le mensonge. En fait, c'est Satan, quoi. Tout à fait. Ils vivent avec le mensonge. Et les gens avalent le mensonge. Le label Occident, la même chose qu'ils ont créé, le label Ukraine, label Occident. Dès qu'on dit Occident, ils ont ceci, ils ont cela, ça y est. Tu n'as même pas besoin de combattre, tu t'agenouilles déjà. C'est tout. Oui, tu t'agenouilles déjà. Voilà, alors qu'ils doivent faire leurs preuves. Ces gens-là nous ont fait croire que les Ukrainiens étaient en train de gagner la guerre et qu'il n'y en avait plus pour longtemps. Ils détruisaient tout. Ils ont les chars russes et que c'est eux, ils ont décimé des unités russes. Oui. Alors maintenant, on voit que même des chiffres, ils disent qu'ils ont décimé 200 000 soldats. Maintenant, on voit que c'est le contraire. Parce que ces Ukrainiens étaient si forts. Pourquoi ils manquent de chars? Ils devraient en avoir beaucoup, puisque c'est eux qui ont détruit les chars des Russes. Ils devraient en avoir encore beaucoup. Pas besoin qu'on leur en donne. Maintenant, il faut qu'on leur en donne. Donc, c'est-à-dire que s'ils avaient 4000 chars au départ, ils n'en ont plus. S'ils avaient 1000 chars au départ, ils n'en ont plus. Or, l'Ukraine avait beaucoup de chars à la base. Donc, si vous savez que ce que des batailles ils avaient 3000 chars. On a donc éliminé tous leurs chars. Parce que pourquoi ils en redemandent? Ok? Ou alors, les chars qu'ils ont ne font pas la contrepartie. Ok? S'ils ne font pas la contrepartie, c'est que les chars russes sont supérieurs. Alors en préparant l'émission tout à l'heure, j'ai lu chez nos confrères de Sputnik que Zelensky, après avoir demandé ses chars, il estime que ce ne sera pas suffisant. Il a besoin de l'appui aérien.
est-ce qu'on peut se retrouver dans un scénario où Washington et les autres puissances de l'OTAN, cette fois-ci avec... J'arrivais, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la Troisième Guerre mondiale. Oui. Et je vais donner des raisons même. Non, d'abord j'accentue ce que dit Jonathan, ce qu'il a dit. C'est-à-dire que le simple fait même que l'Ukraine est en demande incessante, et que, d'abord, c'est-à-dire que, l'Occident ne veut pas la paix. Parce que ce n'est pas en armant quelqu'un qui va finir par faire la paix. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va entre... Parce que leur logique à eux, c'est ils ne veulent pas que les Russes gagnent, ils ne veulent pas que les Ukrainiens perdent. Et comme ce n'est pas leur sang qui coule, enfin si, quelques légionnaires... En plus, même une phrase qui ne veut rien dire. Quelques légionnaires, quelques Navy Seals, enfin bon. En tout cas, l'essentiel de ceux qui sont morts, les 400 000 là, et qui meurent encore, ou alors neutralisés, c'est les Ukrainiens. Donc ils veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Alors maintenant... ce qu'on leur donne là, en attendant même les avions, ce qu'on leur donne là, comme l'a dit Jonathan, c'est peanut. C'est quoi? Même si tu donnes 40 chars, c'est quoi? Bon, d'abord, les chars russes, c'est plus de 20 000 chars, et de très bonne qualité. Parce que eux, le Terminator, c'est le meilleur char. Déjà, à l'époque soviétique, ils en fabriquaient. Maintenant, Poutine n'a pas dormi. Il a préparé. Civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il a préparé la guerre. Au moins depuis le Donbass. Depuis 2014. Voilà, maintenant il est prêt. Les autres, ils prennent. Donc, c'est insuffisant. Alors, si c'est insuffisant et que l'Ukraine ne doit pas perdre, la Russie ne doit pas gagner, on va donc aller crescendo. Crescendo, ça veut dire qu'un jour, ils seront obligés, non pas de se cacher derrière des Navy Seals ou des légionnaires. Avec des tenues ukrainiennes, ils seront obligés de porter leur tenue. Leur propre tenue. Avec leurs propres armes. Puisque c'est eux-mêmes qui savent mieux manipuler leurs propres armes. Je te dis, Bachir, qu'on va arriver à ça. Mais est-ce que cette guerre laisse, professeur Mbele, comment? Est-ce que ça leur profite? Non, parce que c'est la fin. Ils ont vu la fin. Ces pays sont gérés par des familles. Les gars, ils voient leur fin. Mais Bachir, toi tu es imam. Imam des chrétiens. Bon, je connais un peu plus le côté chrétien, mais c'est la même chose. Oui. Chez les chrétiens, surtout les témoins de Jéhovah, ils n'arrêtent pas de nous raconter que Satan est d'autant plus actif que sa fin. Ils voient sa fin, tout à fait. Non, ils ont vu leur fin, ils ont lu, ils savent que s'ils ne font rien là, c'est fini, puisque la Russie a déclaré, la Chine a déclaré. Mais ce n'est pas seulement que de puissance, et les BRICS, avec l'Inde, le Brésil et puis l'Afrique du Sud. C'est pas seulement ces BRICS-là. C'est que les autres pays ont dit oui, nous on est là avec vous. Et à chaque fois qu'il y a des fautes, alors on a vu, même le Cameroun est avec la Russie. C'est qu'en fait, c'est pas seulement que les BRICS, qui quand même font 40% de la population mondiale, parce que l'OTAN, même la Turquie qui est membre de l'OTAN, fait des yeux doux. Des yeux doux, voilà. L'OTAN, c'est même pas 10% de la population mondiale. Donc tu vois, et puis ils voient que les 50% de la population mondiale, ils adhèrent plutôt avec le monde multipolaire, qui est assez convaincant. Parce qu'entre l'esclavage, avec le même maître que nous connaissons déjà, et puis l'autre qui te dit non, mieux multipolaire, chacun a droit au chapitre. Attends, mais il faut pas rajouter 2 fois pour... Et on a vu des résultats dans des pays où il y avait le terrorisme, au Mali, en Centrafrique, je parle pour le cas de l'Afrique là, on a bien vu que la présence française, au contraire, soufflait plutôt le feu favorablement au terrorisme. Et c'est seulement avec les interventions, la collaboration militaire russe, que ces pays commencent à émerger. Il y a de moins en moins, même ici au Cameroun. Donc, ils ont vu leur fin. Le dollar, même l'Arabie Saoudite ne veut plus de l'ordre. Même l'Arabie ouvre la porte au yuan, au rouble. Et la Russie déjà a déclaré que maintenant il faut la payer en rouble. Donc, quand vous ouvrez la parenthèse monétaire, je voulais aussi rappeler, et alors il y a quelques heures, les BRICS ont annoncé la création de leur propre monnaie commune pour faciliter les échanges entre ça ne fait qu'aggraver l'histoire. Voici toi, tu as rajouté. Non, c'était juste une partie. Vous l'avez ouvert. Tu as rajouté, non? Il fallait le dire, on y revient. Donc tu as encore versé dans le panier là. C'est-à-dire qu'ils ont vu leur fin. Si le dollar n'a plus droit au chapitre, depuis la monnaie de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imprimer autant de... Parce qu'ils font travailler le monde entier comme des esclaves. Mais Zelensky, est-ce qu'il est obligé d'accepter de jouer à ce jeu? Parce qu'il faut quand même voir, c'est l'Ukraine, quand même la population ukrainienne qui en pâtit. Zelensky, il a dit qu'il travaillait pour l'Ukraine. Ils ont tué combien d'Ukrainiens? On a bien vu que... Près de 400 000. Quand les Ukrainiens... Mais déjà, les russophones ne sont pas les Ukrainiens. Ils les ont massacrés comme pas possible. Et quand les Ukrainiens, pour peu qu'ils aient été en paix avec les forces russes, au moment où l'armée ukrainienne a repris les territoires parce que les Russes sont retirés pour des raisons stratégiques, on a dit là, voilà, il y en a qui se sont fait massacrer, non? Et puis après, ils ont mis ça sur le compte des Russes, alors que... Non, mais les Ukrainiens ne comptent pas. Et bien Maïdan, la révolution de Maïdan, on sait très bien que les snipers tiraient aussi bien sur la population que sur les policiers. Donc, bon, je veux dire,
Non, Zelensky a mis à l'abri sa famille. On sait où est sa famille. Ils sont en Israël. Oui. Et c'est pas, ils sont pas là comme des pauvres. Hein. Ils sont bien surveillés. Ils ont de super belles voitures, une très belle villa. Il leur a pris 4 gardes du corps. Etc. Et des grosses voitures, des grosses villas. Donc lui, il a déjà assuré. Il sait où il va aller si ça se passe mal. C'est mission accomplie. Voilà. Maintenant, il n'a pas de pouvoir. Jonathan l'a dit. C'est un pantin. C'est un pantin à qui on fait parler. On fait croire que lui, il donne des ordres aux dirigeants occidentaux. Tout à fait. Non, il peut leur parler comme ça parce qu'ils ont tous le même maître. Donc, mais lui, il joue sa partition. Oui. C'est pas lui qui gère l'affaire. Donc, dans cette optique-là, l'Ukraine, qui était dans leur stratégie le poumon le plus proche de la Russie, c'est-à-dire que si on touche à... Zelensky l'a dit, non? Toucher à l'Ukraine, la Russie va dégringoler rapidement. Donc, ça est en train de rater. Azov, Azovstal, l'usine là. Tout à fait. Et tous les plans, les Russes ont mis ça à nu. On sait ce qu'ils faisaient là-bas. Ces plans sont tombés à nu. Ils étaient censés faire la guerre bactériologique et tout ça là, contre la Russie, et même, y compris le Cameroun, hein, parce que chaque pays avait son petit... On a notre laboratoire ici. Microbe, on a notre laboratoire ici. Alors, donc voilà pourquoi ils vont aller jusqu'au bout, parce qu'ils voient leur fin. Aller jusqu'au bout, ils voient leur fin. Jonathan Vatengini, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font? Je m'explique dans ma petite question. Jusqu'à il y a quelques heures, du côté OTAN, on disait qu'il fallait absolument mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Mais au même moment, on essaye d'armer l'Ukraine. Non, les déclarations sont plutôt à écouter du point de vue des stratèges militaires de l'OTAN. Oui. Le général John Kirby, oui, au mois de juillet, s'est exprimé très clairement. Il est le porte-parole du Pentagone. Oui. Il a dit une défaite militaire de l'OTAN n'est pas envisageable en Ukraine. Il n'avait pas dit une défaite de l'Ukraine. Oui. Il a dit une défaite militaire de l'Ukraine n'est pas envisageable. Ça veut dire que pour lui, si l'Ukraine est défaite, c'est l'OTAN qui est défaite. Est-ce qu'en d'autres termes, il essaye de dire que c'est l'OTAN qui est en guerre contre la Russie? Madame Baerbock a tout dit hier. Madame Baerbock, qui est ministre des Affaires étrangères, elle a dit hier à la réunion de la Commission de l'Union européenne, elle a dit en pleine réunion que l'Union européenne est en guerre contre la Russie. Elle a dû être rattrapée par le porte-parole du Quai d'Orsay qui a dit non, l'Union européenne n'est pas en guerre, il faut pas faire des déclarations. C'était déjà sorti. C'est arrivé comme le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne qui nous avait dit qu'il prépare quelque chose contre le Mali. Même le ministre de la France qui a dit que économiquement ils vont faire la guerre à la Russie. Oui, là c'est même les déclarations. Je dis ceux qui viennent vanter leur plan, c'est-à-dire les gars font le plan et puis le gars tellement il est pressé de le dire en public que il nous dit la chose et puis on lui dit non, c'était pas le moment, il n'y a rien. Donc hier, Mme Baerbock nous a dit la vérité. L'affaire, c'est que l'Union européenne est en guerre contre la Russie. Donc ils sont en guerre contre la Russie. Et on ne doit pas se tromper. Le professeur Mbelek a dit quelque chose fondamentalement vrai. Oui. Il dit qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout parce que nous sommes déjà en plein la 3e guerre mondiale. Ils sont en train de nous pratiquer ce qu'on appelle la théorie du crapaud bouilli. Oui. Comment on tue le crapaud? Comment on fait bouillir un crapaud? On dit pour le bouillir, il y a 2 méthodes. Soit vous allumez du feu, vous faites chauffer l'eau et vous jetez un crapaud dedans. Le risque que vous le tuez est très faible parce que le crapaud, lui, saute. Donc, il va prendre l'élan dans l'eau, il va vite se sauver. Vous n'aurez même pas le temps de le voir brûler les... Mais par contre, il y a la deuxième méthode. Vous prenez le crapaud, vous le mettez dans de l'eau et vous augmenter progressivement la température. Alors le crapaud, d'abord il va d'une eau qui est froide à une eau qui est légèrement tiède, elle est tiède. Après l'eau, la température. Et au moment où le crapaud se réveille de son sommeil, eh bien l'eau est déjà bouillante. Donc il n'a plus la capacité les jambes sont paralysées, les pattes sont paralysées, il ne peut plus se projeter. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec leur communication. Regardez comment ils commencent. Ils disent, nous n'allons pas entrer en guerre contre la Russie, mais nous allons appuyer l'Ukraine de telle sorte que les Ukrainiens ne puissent pas être en déficit d'armement. Oui. Ils disent, mais il y a des armes que nous ne donnerons pas aux Ukrainiens. Il y a une ligne rouge. Chaque fois, la ligne rouge est repoussée. C'est la théorie du crapaud bouilli. Oui. C'est-à-dire que chaque fois, on prépare l'opinion européenne à donner un peu plus. On dit, non, on donne maintenant les chars principaux. Les Léopard 2, c'est les chars principaux. Hein. Oui. Abrams, c'est le char principal de l'armée états-unienne. Ça veut dire que quand les Russes vont détruire les Abrams, les 31 Abrams, on va dire aux Français, donnez aussi les Leclerc. Oui. On va dire aux Espagnols, donnez aussi vos chars principaux qui sont certainement des Abrams ou des Léopards. On va dire aux Grecs, donnez vos Léopards. On va dire
et chacun sera obligé de donner son char principal. Et quand ils vont voir que les Ukrainiens perdent encore ces chars principaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire à l'OTAN, au lieu que de donner aux Ukrainiens, vu qu'eux ils perdent ça très facilement, il vaudrait mieux qu'on lance des frappes préventives. Vous savez que l'OTAN a ce langage, des frappes préventives sur la Russie. Or, l'idée même des frappes préventives, quand elle est déjà engagée, ça veut dire que c'est une déclaration de guerre en bonne et due En tout cas, pour ça, donc l'OTAN est simplement en train de préparer l'opinion européenne et l'opinion mondiale à recevoir cette idée qu'il faut des frappes sur la Russie. Parce qu'ils vont nous dire que les Russes ont détruit tout le matériel et les Ukrainiens n'ont pas la véritable capacité. Il faut qu'eux-mêmes ils prennent leurs responsabilités. On est dans la 3e guerre mondiale, mais les termes de langage que nous ont engagés là-dedans, c'est basé sur du mensonge. L'OTAN ment, l'OTAN fait croire qu'elle n'est pas en guerre, alors que l'OTAN est effectivement co-belligérant dans le conflit avec la Russie. En tout cas, ceux qui ne mentent pas, ce sont nos téléspectateurs. Je reviens à vous, professeur Belek. On va leur donner la parole. Disons que, compte tenu du retard qu'on a accusé, on va donner 2 minutes à chacun. On va commencer par Gallo Celi, qui est au bout de fil depuis une dizaine de minutes déjà. Gallo Celi, bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir, vous invités à tous les téléspectateurs de For You. Mais j'aurais besoin d'un peu plus de 2 minutes, mais je vais quand même essayer. Monsieur Ladan, pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, vraiment, il ne faut pas rester sur la superficie des jeux de la Xbox. Ce n'est pas la guerre sur les Game Boy. Une guerre mondiale, c'est une guerre qui vise à renverser une dominance. Qu'est-ce que les États-Unis... Les États-Unis ne sont pas en guerre contre la Russie. La cible des États-Unis, c'est la Chine. Parce que c'est la Chine qui veut passer au-dessus de l'Occident. Ce n'est pas la Russie. De toute façon, la Russie fait partie de l'Occident. Donc, pour comprendre ce qui se passe en ce moment, on donne à l'Ukraine des armes qui ne sont pas assez puissants, qui vont juste permettre de fatiguer la Russie. Parce qu'on sait que la Russie, c'est les grands frères des Européens. Ils ne veulent pas tuer les Ukrainiens. Ils veulent juste détruire l'armée ukrainienne. Bon, une fois que j'ai planté ce décor, allons maintenant comprendre le fond. C'est que, comme je vous ai dit, l'Occident et les États-Unis, ce qu'ils visent, c'est la Chine. La Chine est un pays où les gens se réveillent à 4 h du matin et dorment à minuit. Je veux dire, ils commencent à travailler à 4 h du matin, ils dorment à minuit. L'Occident ne peut pas dépasser un tel pays. Alors que les Français sont dans les théâtres, les Américains jouent au baseball et tout. Les Chinois travaillent. Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas dépasser ce pays ici. Le seul moyen de les dépasser, c'est de leur faire la guerre. Or, les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre à la Chine s'ils n'ont pas un allié comme la Russie. Et c'est là où les Américains, comme ils n'ont pas pu trouver quelqu'un de flexible en Russie, parce que comment on appelle, M. Poutine était prêt à collaborer avec les Européens, mais à condition que les Occidentaux reconnaissent une puissance multipolaire. Mais eux, ils ne veulent pas, ils veulent tout pour eux, tout seuls. Donc ce que les Américains vivent maintenant, c'est le coup d'après. Ce n'est pas gagner la guerre contre la Russie, non, pas du tout. Et ils ne vont jamais déclarer une guerre contre la Russie. C'est pour ça qu'ils donnent des armes qui Merci ne peuvent pas traverser à notre cher Gallo Celi. Merci en tout cas Gallo Celi. Comprenez que ce n'est pas une question de temps, mais certainement on y reviendra. On va essayer de corriger tout cela. Nous travaillons sur la formule. D'accord, pas de problème. Nous restons au téléphone. Abou d'Angleterre, vous avez vos 2 minutes. Bonsoir. Bonsoir mon très cher frère Bachir Ladan. Je suis tellement content de vous revoir ce soir à cette dernière édition de la semaine. Bachir, je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue vos invités d'honneur, les 2 brillantissimes, le lion Batigene et le doyen Dr Belek et tous les techniciens, les appelants. Une fois que j'ai dit cela, Bachir, les 2 brillantissimes ont déjà tout dit en ce qui concerne la problématique de ce soir. Mais ils ont soulevé un point qui est l'un de mes points de prédilection, c'est la spiritualité. Quand ils ont dit que le diable, qui est l'Occident, c'est que ça fait un poche, donc elle est en train de se débattre mordicus, alors que, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, quelle que soit la colère du mouton, la tabaski aura lieu. C'est vous dire quoi, leur fait, c'est ça qui est ça sera leur fait. Maintenant, nous, pourquoi on dit ça? Nous, les hommes spirituels, nous disons quoi? Nous avons déjà écrit, hein, dans le livre, comment on appelle le livre de la vérité, peu importe comment les autres l'appellent, la Bible, tout, nous avons dit que
1000 ans est égal à un jour devant Dieu. Alors, nous sommes en 2023. Pour nous, nous sommes dans le 3e jour. Et nous avons dit que Dieu va revenir dans le 3e jour. Il ressuscite dans le 3e jour. Ça dit que à n'importe quel moment, la fin du monde sera dans cette ère-là. De 2000 jusqu'à 3000 ans. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans le 3e jour. Donc, ce qu'ils ont dit là, c'est pour confirmer ce qu'ils ont dit. Parce que spirituellement, nous, on l'a déjà expliqué. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous comprenez? Tout a déjà été écrit. Et l'histoire se répète toujours. Tout est cyclique. C'est la même chose qui s'est passée avant. Donc nous sommes à la fin de cette ère-là, de cette génération, et il y aura après nous une autre génération d'humains qui vont venir. Donc le problème c'est quoi aujourd'hui? Il faut que les humains sachent qu'il n'y a pas 3 camps. Il y a 2 camps. On appelle ça, comme on appelle ça, l'as du mal contre l'as du bien. L'as du mal, c'est l'Occident. Et l'as du bien, c'est là qu'il y a la Russie et nous autres, là, les panafricanistes. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas 3 camps. Le 3e camp, là, c'est le juste milieu, c'est Dieu. Dieu, lui seul qui est là-bas, il est unique. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes en guerre contre le mal. C'est pour dire quoi? Nous disons que, tel que le mal, ils sont solidaires et ils envoient les chars à leur agent du mal, qui est Zelensky. Nous, on voudrait que la Russie aussi ouvre ses portes pour que nous tous on vienne combattre aussi. Vous comprenez? Parce que c'est un combat où nous tous on doit être engagés contre le mal. Parce que le mal là, ils sont solidaires. Merci à notre ami Abou d'Angleterre. Merci à vous, merci infiniment pour la contribution. Allez, très rapidement, on va aller à Genève, en Suisse. C'est Lamine Diop qui nous appelle de ce côté. Lamine, bonsoir. Bonsoir M. Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de Fouillou ainsi qu'à votre régie technique. Bonsoir M. Mbelek, M. Batengene. Je vais rester sur leur recherche de ce qu'ils ont dit et à proprement parler. Allez, il y a un appelant qui... à propos de la thématique, la première chose que je dirais, c'est ne pas prêter trop d'attention à ce que la plupart des médias grand public occidentaux disent à propos de ces fournitures de hordes de blindés, de chars, car la plupart d'entre eux ne font que répéter le point de vue de l'état-major des États-Unis. Et que se passe-t-il? Ils ne tiennent pas compte d'autres points de vue, par exemple ce que disent les Russes, ce qu'ils font, ou encore la capacité technique de ces chars. Par exemple, savez-vous que la consommation élevée de carburant des chars Abrams deviendra un problème pour les forces armées ukrainiennes, car ils sont équipés de moteurs à turbine à gaz, qui n'aiment pas la gadoue d'ailleurs. Cela signifie qu'Abrams a besoin d'une énorme chaîne d'approvisionnement pour les approvisionner en carburant en permanence. À cet égard, l'approvisionnement en carburant, même en diesel en Ukraine, est un gros problème, on le sait depuis très longtemps. Je pense que si nous évaluons le char allemand fourni à Kiev, alors la principale menace pour l'état-major russe viendra des léopards allemands. C'est une machine très sérieuse dont les capacités de combat ne peuvent être minimisées. En revanche, la Russie a le char T-90. Le char T-90 qui dépasse de loin le principal léopard allemand en termes de protection et d'armement. Mais je pense que la réalité est que les Russes font maintenant, au moment où nous parlons, de leur mieux pour occuper toute la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et ils réussissent assez bien à le faire. Je pense que, sincèrement, ils écrasent les Ukrainiens en enfer avec de l'artillerie, puis ils vont les nettoyer. C'est un long processus, mais je pense qu'au final, sérieusement, les Russes gagneront certainement dans l'est de l'Ukraine, et peut-être même dans toute l'Ukraine, puis écraseront Kiev, et briseront ensuite le dos de l'alliance de l'OTAN. Dans cette façon, la Russie mettra fin à la position stratégique des États-Unis en Europe et créera certainement un ordre mondial entièrement nouveau, comme le dit souvent Poutine, qui aura de multiples centres de pouvoir par opposition à l'unipolarité américaine. Je vais m'arrêter là. Et puis, belle fin d'émission plutôt. Allez, et puis, bon merci à vous, bientôt, cher ciao. Lamine Diop. Merci infiniment. Professeur Mbelek, je reviens à vous. Alors, pour la Russie, cette décision c'est une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. Alors, c'est-à-dire que les Russes sont prêts. Oui. Lamine Diop a dit quelque chose là. D'abord, le problème de carburant. Pour les Abrams, oui. Ça, déjà. Donc, ça veut dire que leur efficacité doit être très réduite, déjà. Voilà.
Ensuite, deuxième chose que j'aimerais dire là-dessus, c'est la co-belligérance. Oui. Qu'elle soit prononcée par accident, quand cette ministre allemande-là, Affaires étrangères, ou pas, elle est déjà acquise. Macron, lui, il est chef d'État, il n'est pas ministre, avait dit, il y a à peine quelques mois, qu'on ne peut pas envoyer des chars en Ukraine. Puisque Zelensky demandait déjà des chars il y a quelques mois. Hein. Pourquoi? Parce que ce serait être co-belligérant. Alors, donc, à partir du moment où ils sont prêts à envoyer leurs chars Abrams, Léopard 2, même si ce n'est pas principal, leurs chars Abrams, Léopard 2, etc., là, en Ukraine. D'ailleurs, les Allemands ont donné même l'autorisation à ceux à qui ils ont vendu leurs chars. Oui, également. Voilà. Et ben, ils sont en co-belligérance, d'après leurs propres termes. Puisque Macron avait donné un critère. Le critère est déjà respecté. Donc, ils ont déjà franchi le Rubicon. Donc, je pense qu'au début de cette opération spéciale, au départ, la Russie, peut-être, elle pense avoir beaucoup plus à faire à l'Ukraine. Mais rapidement, elle s'est rendue compte que c'était l'OTAN. Donc, ils ont déjà intégré ça. Donc, c'est vrai, ils sont prêts. Ils ont déjà intégré ça. Ils ont aussi intégré la co-belligérance. Et donc, tout ce qui se passe là, ils ont déjà intégré ça. Et le Hachor va jouer. Maintenant, je vais expliquer ce qui va se passer là pour les Occidentaux. C'est-à-dire que là, toutes les armes qui vont envoyer là vont être détruites. Donc, ça veut dire que, un, les Russes apprennent à les détruire. Deux, à chaque fois qu'on détruit une arme, c'est une de moins pour les Occidentaux. Vous savez qu'un pays comme la France, eux, ils sont en train de pleurer même, parce que si on leur force la main, franchement, en vain de clair, ça va leur faire tellement mal, que c'est comme s'ils restaient nus, quoi. Parce que là, les 200 Leclerc, beaucoup ne sont même pas en état de marche. Oui, on parle de centaines qui sont opérationnels. Voilà, si en plus ils donnent ça à l'Ukraine, ça veut dire que quand la Russie va tout détruire, Bachir, ils ont la comptabilité, non? Qu'est-ce qui les empêche, cette fois-ci, de dérouler directement sur l'Europe occidentale? Puisque la co-belligérance est déjà acquise, qu'est-ce qui empêche dans la lancée logique de la guerre d'entrer en Europe occidentale? Rien. Puisqu'il n'y aura même pas, ils n'auront pas les moyens de Est-ce que la Russie pourrait franchir le pas? Mais attends, donc tu n'as pas compris, je reprends le raisonnement. Une fois qu'ils ont tout détruit, attends, tout ce que l'homme peut faire, pourquoi le fait pas? Détruire leurs armes. Tout ce que je peux faire, si rien ne m'empêche, je peux le faire, je le fais. En fait, tout ce que je peux faire, chez les humains, il ne faut pas faire le gentil là-bas. Est-ce que les Russes sont capables d'aller au-delà de l'Ukraine? Une fois que... Mais ils pourraient même prendre Kiev là. Non, ils sont dans la politique de hachoir. Le hachoir vient. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est plus évident aujourd'hui. Ils préfèrent donc les attirer. Détruire. Ils préfèrent les avoir sur le territoire de l'Ukraine. En fait, c'est des choses que nous, on n'aime pas trop. Maintenant, on doit le dire puisque c'est tellement évident. Mais sinon, il ne faudrait même pas le dire, quoi. Juste laisser agir parce que nous, ça nous arrange, nous les Africains. Donc, une fois qu'ils vont tout détruire, ils ont la comptabilité, non? Maintenant, si je sais par exemple que l'Allemagne n'a plus de chars, l'Allemagne ne peut plus se défendre, qu'est-ce qui m'empêche d'arriver en Allemagne? Déjà la Pologne, qu'est-ce qui m'empêche? Rien, sauf moi-même. Mais je vais le faire d'autant plus que ça sera une logique. Puisque étant co-belligérant, la guerre m'obligera à... Parce qu'une fois qu'ils vont maintenant... parce que dès qu'ils auront détruit ce qu'ils pensent qu'ils peuvent détruire, l'Ukraine, c'est rien, elle est déjà là, elle est déjà acquise. Alors, qu'est-ce qui empêche d'entrer en Pologne? Nous tendons vers la fin. Est-ce qu'il est encore possible, est-ce qu'il se fait tard pour résoudre ce conflit autour d'une table? Non, il y a un problème. Oui. Et donc, j'allais chuter là-dessus, il y a un problème. Le problème, c'est que c'est les États-Unis qui manipulent tout. C'est eux qui sont le plus loin. Tout à fait. Parce qu'après, il faut traverser la mer. Oui. Eux, ou alors l'autre côté, l'Alaska. Donc, de toute façon, eux sont à l'abri. Donc, ils sont en train, soi-disant, c'est les Occidentaux, là, qui ont, je ne sais pas comment ils sont... Bah, bref, tu as compris. Parce que même chez nous, à l'époque, en Afrique, les Occidentaux manipulaient les pouvoirs africains. Mais maintenant, les États-Unis font la même chose. Ils sont prêts à sacrifier pas seulement l'Ukraine, mais même l'Europe occidentale. Regarde sur le plan économique, ils sont en train de balancer en l'air l'économie allemande. Oui. Voilà. Donc, en France, là-bas, c'est eux qui imposent cette réforme des retraites avec leurs fonds de pension. Là. Donc, ils sont en train de sacrifier, soi-disant, leurs alliés. Mais eux, ils sont à l'abri. Donc, c'est parce que eux, ils se croient à l'abri, parce que eux, pour les atteindre maintenant, c'est la guerre atomique. Donc, la guerre mondiale, elle n'est pas forcément atomique. En tout cas, pas tout de suite. Parce qu'atomique, c'est quand il y a confrontation directe avec les États-Unis. Oui. OK? Mais les États-Unis, eux, sont là pour sacrifier. D'ailleurs, même au niveau religieux, de ça, Satan sacrifie ces petits anges là. Ils peuvent même arriver au niveau des armes nucléaires parce que ils ont aujourd'hui ce qu'on appelle les armes nucléaires tactiques. C'est-à-dire que ce n'est pas le même effet que la bombe. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu parles de la bombe à neutrons. En fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils peuvent utiliser ça. Ils ne sont pas obligés d'arriver là. Pour l'instant, ils ne sont pas dans cette logique. Pour l'instant, leur logique,
Tu me permets de parler, Jonathan? Tu me coupes la parole, pourquoi d'abord? Oui, allez-y. Seulement, attends, c'est toi l'étudiant là. Sinon, moi je vais te couper 100 fois la parole. Hein. Voilà, c'est le prof et l'étudiant. Parce qu'il ne fait pas seulement ici. Tu prends la parole, tu me coupes la parole, pourquoi? Ouais, je te laisse faire. Alors, en 30 secondes. À un moment donné, on dit stop, quoi. Ouais, en 30 secondes. Si tu détruis, tu m'empêches d'argumenter. Allons-y, prof. Juste parce que tu veux dire. Tu peux dire après ce que tu as à dire. Oui, donc, je chute alors. Donc, c'est pour dire que, dans un premier temps, les États-Unis, comme eux, ils se considèrent loin. Parce que si je suis Jonathan, l'argument ne marche plus. Parce que pour se considérer loin, il faut écarter l'arme atomique. Parce que si tu mets l'arme atomique, ils ne sont pas loin. Ils sont à portée de missiles balistiques. Donc, comme ma logique dans mon raisonnement, c'est de dire qu'ils se croient loin, ce qui explique pourquoi ils peuvent sacrifier les autres, c'est que dans cette logique, pour l'instant, il n'y a pas les armes atomiques. Oui. Moi, je suis mathématique, n'oublie pas, je n'entre pas dans la contradiction. Donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent sacrifier les autres à tour de rôle. Sauf que c'est aux Occidentaux, pour que la guerre s'arrête, il faut que l'Occident se réveille pour déclarer son émancipation des États-Unis. Et c'est aussi un des buts de la guerre, détacher l'Occident des États-Unis. À ce moment-là, on peut commencer à négocier, même à commencer par l'Ukraine elle-même. Mais est-ce qu'ils sont capables de s'émanciper des États-Unis, étant donné que leur façon d'arriver au pouvoir, il y en a qui sont comment on appelle des young leaders, je ne sais pas quoi, là. Ils sont tous affiliés à des organisations américaines. Voilà, comment ils vont pouvoir s'en défaire? C'est ça la difficulté. Avec les dirigeants actuels. Jonathan Bateguélé, en quelques secondes, on rend l'antenne. De toutes les manières, on n'arrivera pas à la confrontation certainement nucléaire. Mais on est dans une guerre mondiale sur un territoire localisé. C'est-à-dire qu'il y a un territoire et c'est une guerre mondiale qui se déroule là-bas. La Russie affronte 46 pays sur le territoire de l'Ukraine. 46 pays. Tout l'OTAN, c'est déjà 27 nations, 28 bientôt, 29 bientôt. Plus les alliés de l'OTAN, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, Japon, Australie, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, tous ont déjà envoyé du matériel de guerre à l'Ukraine. Alors, aujourd'hui, les Russes ne sont même pas tenus. Mais ça, on ne va pas le dire ici. Ils sont même pas, ils n'ont pas pour ambition, après avoir fait le hachoir, de continuer la guerre sur la base militaire. Parce qu'aujourd'hui, vaincre un pays, Bachir, ce n'est pas forcément utiliser des armes et lui tirer dessus. La Russie a déjà engagé, a déjà montré les plans de sa guerre. Et ça marche bien. L'autre partie de la guerre, après ce hachoir en Ukraine, ça va permettre de détruire les États-Unis. Pourquoi? Les États-Unis ont bâti leur système hégémonique, tout comme les Européens, sur le modèle des empires coloniaux. Et le modèle des empires coloniaux, c'était quoi? C'était asseoir son hégémonie économique sur un système militaire. Et il y avait l'industrie, le complexe militaro-industriel qui accompagne l'armée dans cette position dans le monde. Or, le complexe militaro-industriel, pour l'entretenir, il faut de l'argent, il faut des guerres. Et cet argent-là, c'était les garanties sur le commerce international qui le donnait, qui l'apportait aux États-Unis. Actuellement, les États-Unis, ceux dans quoi on entre, n'auront plus les moyens d'entretenir leurs 850 bases militaires dans le monde. Et quand ils ne pourront plus entretenir, parce que rien que le coût de ces bases, c'est déjà une faiblesse dans le monde de demain. Dès qu'ils ne pourront plus entretenir ces bases, le système va s'effondrer de l'intérieur. Et c'est sur ça que mise la Russie. La Russie n'a même pas envie d'attaquer les États-Unis frontalement. Mais ils se disent, si les États-Unis sentent qu'ils ne peuvent pas supporter la douleur de s'écrouler du fait de leur propre poids, eh bien, s'ils s'engagent dans une course suicidaire, la Russie a préparé du matériel. D'ailleurs, ils ont montré dernièrement leur missile Vanguard, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. On ne parle pas du Sarmat, on parle du Vanguard. Vanguard n'a pas d'équivalent dans le monde. Vanguard, c'est un missile qui est d'une autre catégorie et qui a des trajectoires qui sont vraiment imprescriptibles. Et le fait qu'ils aient Vanguard, ils ont dit, ils ont produit Vanguard dans une quantité, ils sont en train de produire dans une quantité qui peut leur permettre de s'en sortir très vite avec un pays comme les États-Unis. La Chine elle-même produit ce même type de missile
bien vous comprenez que les États-Unis ne pourront pas s'engager dans une course suicidaire de guerre atomique. Merci. Mais ils vont s'effondrer. À vous. Les Africains doivent être sûrs, ils vont s'effondrer. Merci et grand merci au professeur Bellec qu'on retrouvera certainement dans les prochaines éditions. Je suis sûr qu'il va consacrer du temps pour nous. Merci donc à tous ceux qui ont appelé, ceux qui ont écrit. Vous étiez d'ailleurs très nombreux. Le débat est encore en train de se poursuivre sur Facebook notamment, où je vois beaucoup d'échanges, mais alors beaucoup. Messieurs, bonne suite des débats de ce côté-là. D'ici là, ne zappez pas, puisque dans quelques minutes, vous retrouverez Bégoudé Madone pour le grand journal de Foyou.